Il s'appelle Patrick Chivava, avocat, juriste indépendant, acteur politique de l'opposition. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. De l'opposition, c'est cela? Oui, bon, mais depuis notre départ de la grande coalition Lamuka le 30 octobre 2023, notre seul camp politique, c'est la République démocratique du Congo. Ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons juste de la politique, on n'est pas vraiment partisans d'un camp. Pas partisans, c'est-à-dire vous êtes peut-être du centre, vous cherchez à vous positionner peut-être. Si on peut le dire, mais sinon, on n'est plus de la grande coalition Lamuka. Ça, c'est ce qui est... Alors, je me limiterai à dire acteur politique. Patrick Chivava, on parle d'abord de l'affaire Forage et Lampadaire. En tant qu'avocat, vous allez justement nous aider à pouvoir dénicher, découvrir certaines choses. Vous avez aussi des dernières révélations, ce que l'on sait maintenant. Est-ce a-t-on raison de nous acharner à Nicolas Kazadi comme ça sur ces deux affaires? Pas du tout. Ouais. Déjà, dans mon autre casquette, j'ai eu à être financier, donc je connais quand même comment est-ce que la vie des financiers se passe. Nicolas Kazadi, dans cette histoire, je l'ai dit plusieurs fois, parce que je suis aussi un enseignant de droit, je l'ai dit à mes étudiants, il est juste victime d'une supercherie, parce que là, nous sommes en train de tendre vers... les dossiers 100 jours, deuxième épisode ou deuxième série. La même chose qui était arrivé à l'honorable Vital Kamerhe. On vous jette à la vindicte populaire sans avoir de preuves. On vous diabolise et en réalité, on est juste en train de poursuivre la personne et non les statuts qu'il porte ou bien la fonction qu'il porte. Pour le ministre Nicolas Kazadi, par exemple, je suis très étonné qu'il soit dans la sellette. Parce que, je tiens à rappeler, ce n'est pas le premier cas de fraude, le premier cas de corruption qui est dénoncé en public. Et tous ces cas de corruption qui sont dénoncés, l'agent sort des finances. Pourquoi on n'a jamais cité le ministère des Finances? Lorsqu'on dénonce, on suspecte un détournement au niveau de l'EPST, lorsqu'on suspecte un détournement par-ci par-là, l'agent sort toujours des finances. On ne peut pas parler des détournements, on ne peut pas parler des détournements dans les chefs de la personne qui a donné l'argent. Pour parler des détournements, il faut qu'il y ait des affectations. Et des affectations arrivent seulement dans les chefs de la personne qui doit faire l'opération, qui doit gérer l'argent. Mais ce qu'on lui reproche beaucoup plus, c'est la procédure d'urgence notamment. Oui, c'est ça, la procédure d'urgence avec laquelle on a sorti l'argent. Non, la procédure d'urgence n'est pas contre les games. Moi, j'aimerais bien que celui qui lui reproche la procédure d'urgence qui dise qu'il est interdit de sortir l'argent en procédure d'urgence. Le plus important, c'est seulement de motiver l'urgence. Et en plus, il faudrait quand même savoir que dans la chaîne des dépenses, le ministère des Finances intervient en dernier lieu. Pourquoi on ne parle pas du ministère des Budgets qui normalement doit signer le contrat avant que ça arrive aux finances? Le ministre des Budgets qui est mon frère du Sud Kivu, Aimé Boji qui est salé. Pourquoi on ne parle pas de lui? Pire encore, on parle moins du ministre des tutelles, Robota, qui est aussi un aîné de ma province, que je salue aussi. Mais on se focalise sur Nicolas Kazadi. C'est parce que c'est une question de haut toit que je m'y mette. Les gens ont besoin du poste, ils essaient de nuire à quelqu'un. Mais seulement, c'est très grave. Mais le plus important dans tout ça, j'aimerais bien m'adresser au chef de l'État et à la Première ministre en passant. Moi, étant que financier des professions, j'ai été financier une fois, j'ai fait plusieurs années en tant que financier. L'autorité qui m'avait nommé m'avait dit une chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui, que le financier et la compétence du financier est jugée par rapport à la capacité de haine qu'il génère. Plus celui qui est aux finances est mal aimé, plus il fait bien son travail. Si c'est lui qui gère l'argent est aimé, c'est qu'il fait très mal son travail. Et Nicolas Kazadi souffre seulement de ça. Il est le ministre le plus mal aimé. Et bien entendu, on devait en arriver là. Lorsqu'on ne t'aime pas, tôt ou tard, on va inventer des histoires sur toi. Et là, je ne vois vraiment pas de lien de cause à effet, comme on dit en droit. Et surtout que ça apparaît interpellé suspecto. Juste là, quand on parle de... L'information du gouvernement, avec Judith Souminois. On sort ça. Et moi, je ne comprends vraiment pas les liens qu'on fait entre le fait pour lui de décaisser de l'argent et les détournements. Si on veut faire de lui l'acteur principal du détournement, il doit être celui qui a géré l'argent. Les lampadaires, c'est la ville de Kinshasa, on ne parle pas du gouverneur. Je suis sûr même que 90% des personnes qui connaissent cette histoire ne savent même pas que les lampadaires, c'était la ville de Kinshasa qui devait le faire. Et les forages, c'est les ministères du développement rural. Pourquoi on ne parle pas de deux personnes qui sont censées gérer l'argent, mais on parle plutôt de celui qui a donné l'argent? Pire encore, dans les documents qui circulent dans les réseaux sociaux, il y a un document de l'IGF. L'IGF qui donne son accord pour que le deuxième compte sorte. Donc si l'IGF a donné son accord pour que l'argent sorte, c'est que l'IGF était censé connaître et le contrat, et les prix, et la somme. Pourquoi à cet instant-là, l'IGF n'avait pas refusé? On a vu plusieurs fois les scandales entre guillemets entre l'IGF et le ministère de l'EPST, où l'IGF bloque l'argent, par exemple des paiements de ceux qui ont suivi les sessions d'examen d'État.
Pourquoi l'IGF paye? Parce que l'IGF estime que ce n'est pas assez clair. Si l'IGF avait accepté que l'argent sorte, il y a un document signé par les 2 inspecteurs de l'IGF qui sont en mission au niveau du ministère des Finances. S'ils ont acquiescé à ce que l'argent sorte, c'est qu'ils sont au courant de tous les détails. Alors, comment est-ce qu'ils justifient après que ce soit le ministre Nicolas Kazadi qui soit en tort? Et pire encore, on constatera qu'à un certain moment, le ministre Nicolas Kazadi lui-même a écrit pour dire qu'il ne va plus sortir l'argent sur ses projets tant qu'il n'a pas encore vu les lampadaires et les forages qui devraient être livrés par rapport à l'argent qu'il a déjà sorti avant. Une personne qui détourne de l'argent, pour qu'il gagne de l'argent, il doit sortir de l'argent. Comment la même personne peut refuser de sortir de l'argent? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire qui disculpent M. Nicolas Kazadi. Et surtout qu'on constate que la personne qui a attaqué, c'est la personne de Nicolas Kazadi et non le ministre des Finances. Parce que lorsqu'on lit les documents qui circulent dans les réseaux sociaux, on voit même qu'il y a un décaissement qui s'est fait sur ordre du ministre des Finances, mais signé par les vice-ministres. Parce que le ministre était en mission. C'est-à-dire, si c'est la personne morale qu'on fait attaquer, on devait mêler aussi les vice-ministres des Finances. Mais étant donné que c'est la personne physique de Nicolas Kazadi qu'on attaque, c'est aussi la preuve que c'est un acharnement, c'est la preuve qu'on a besoin que lui ne soit plus ministre des Finances. Mais simplement, on ne va pas continuer dans ça. Moi, personnellement, j'ai dit que... Alors, je vais vous poser quelques questions qui seront peut-être à charge du ministre de Finances. D'abord, à titre personnel, ça ne vous dérange pas les cas de surfacturation, notamment des lampadaires qui coûtent 10 fois qu'un lampadaire ordinaire coûterait ailleurs, même ici toujours en RDC, les cas des forages également qui ont été surfacturés. Vous, en tant que compatriote congolais, ça ne vous dérange pas? Non, non, là, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Ici, il s'agit d'un de ceux qui doit être en charge d'une autre personne. Qui a fait la surfacturation? Ce n'est pas le ministre des Finances. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Et pire encore, avant que le dossier arrive chez le ministre des Finances, je vous ai dit que c'est une chaîne de dépenses. Le dossier passe dans beaucoup d'endroits et le ministre des Finances intervient en dernier lieu. Si on veut faire du ministre des Finances le complice ou bien même le co-auteur de ces surfacturations, pourquoi il est seul? Il y a M. Robota, Guimkou également qui sont cités par l'ordre d'interdiction de quitter le pays du procureur général. Et ils sont les ministres des tutelles. Ouais. Mais je me dis, avant que ça arrive chez les ministres des Finances, c'est passé dans la chaîne des dépenses. Pourquoi on ne cite pas par exemple le ministre des Budgets qui a contresigné? Parce que pour que tu puises dans ton lot, le ministre des Budgets doit dire qu'il y a de l'argent dedans. Pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on se focalise sur celui qui a donné l'argent? Et encore, si on veut réfléchir par absurde, il peut arriver qu'il se trompe. C'est-à-dire, il y a toujours des poissons qui peuvent passer entre les émailles du filet. Ce n'est pas pour autant qu'il doit être complice. On peut constater que non, ces gens ici, ils ont trompé les ministres des Finances. Mais on ne peut pas dire que le ministre des Finances a détourné de l'argent avec eux. Pas nécessairement. Mais le problème, c'est qu'on cite moins les personnes qui ont fait la surfacturation, entre guillemets. On cite moins les personnes qui ont reçu l'argent. Il y a même des organes de presse qui ont dit que c'est le ministre des Finances lui-même qui a payé. C'est très grave. C'est très grave. Je pense que si une autorité politique dit que si le ministre des Finances a payé à sa place, ça s'appelle un mot de l'incompétence. Il devait démissionner. Comment il accepte que c'est lui qui doit prendre en charge un dossier, que ce soit une autre personne qui paye? C'est faux. Tout ça, ce sont des cabales qu'on a créées pour clouer le ministre des Finances. Alors, c'est peut-être aussi de la défense du ministre qui a posé problème. Lors d'un briefing avec le ministre de la Communication, il a dit c'est un projet que je trouvais quand je suis devenu ministre. On doit plutôt voir du côté du gouvernement de Ilunga Kamba, avec l'ancien ministre des Finances, comme quoi, lui, il signe tous les documents qu'il a trouvés sur sa table. Pas nécessairement. Et qu'il n'en est pas responsable. Pas nécessairement. Ouais. Mais cela veut seulement dire, parce que dans les réseaux sociaux, il y a aussi la correspondance de son prédécesseur qui circule. Cela veut simplement dire que ce n'est pas un de ceux qu'il a initié seul, avec le but du port de l'argent, parce que dans la commission d'information, il y a toujours l'élément moral ou l'élément intentionnel. Étant donné que c'est un de ceux qu'il a trouvé qui était déjà dans les pipelines, dans les cadres de la continuité de l'État. Il ne pouvait pas stopper les dossiers, surtout que les arguments donnés par les autres et les documents qui venaient de la structure qui accepte un gouvernement qui était parti. Peut-être on pense qu'il a fait de la récupération par rapport, parce que s'il n'était pas responsable de ce document, il n'aurait pas suspendu à plusieurs reprises certains des travaux. Il a dû même suspendre les paiements de certains projets, mais également demander que l'on puisse réviser. Oui, mais il suspend pourquoi? Certaines clauses. C'est qu'il en avait quand même une certaine responsabilité. Oui. Non, la responsabilité, personne ne le refuse. Mais la responsabilité se trouve à quel niveau? Dans le sens de la responsabilité, il a demandé la révisitation. Il a obtenu. Il a suspendu parce qu'il ne voit pas clair sur ce qu'on doit fournir. Alors je pense qu'à ce niveau-là, on doit quand même constater qu'il a la bonne foi de bien faire les choses. On ne peut pas constater qu'une personne suspend un paiement et dire encore qu'il était complice dans la surfacturation. Il était complice dans les détournements.
Parce que le détournement est lié au paiement. Si déjà il suspend le paiement, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment intérêt direct sur le paiement étant que personne physique. Il est tenté d'agir étant que personne morale, c'est-à-dire représentant de l'État, dans le cadre des finances. Mais simplement, il faudrait savoir, moi je ne sais pas, pour mon compte, j'aimerais bien vraiment dire au chef de l'État et à la Première ministre que s'il y a un ministre qu'on doit laisser au gouvernement, c'est le ministre Nicolas Kazadi. Pourquoi je l'ai dit? Je sais que je n'ai aucun pouvoir sur ça. C'est un pouvoir discrétionnaire. Parce que je connais comment est-ce que les financiers souffrent. Comment est-ce qu'il y a des cabales qui s'organisent contre les financiers. Il y a des financiers qui mangent aussi seuls, hein? C'est peut-être ça. Non, le problème c'est que avec les finances, les gens veulent avoir tout et directement. Alors qu'ils ne savent pas que les financiers doivent gérer l'argent dans une période donnée. Et ils veulent les voir à l'instant. Lorsque les financiers qui doivent agir, qui doivent faire des dépenses économiquement utiles, hiérarchisent les dépenses et décident que ces dépenses ici ne sont pas importantes maintenant, on pense qu'il est chiche. Alors qu'en réalité, il ne gère pas son argent. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Les financiers gèrent de l'argent qui ne lui appartient pas. Et lorsqu'on commence à constater qu'on n'a pas accès à l'argent facilement, on invente des histoires. Et le ministre Nicolas Kazadi, lui, il est habitué déjà à ça. Il est habitué au vous là derrière son bureau, il est habitué au cabal et ainsi de suite. Le nouveau ministre des Finances qui viendra, il va apprendre. Il va apprendre, il va perdre du temps. Moi, je pense que la personne habilitée à continuer dans ces ministères, c'est Nicolas Kazadi, parce qu'il sait déjà comment se battre. Et surtout qu'il n'a jamais été dans des conflits personnels, dans des conflits d'intérêts. Il sait comment faire sa part des choses, il n'est pas trop médiatique. Il y a eu un conflit d'intérêts, lui qui a donné un marché à une entreprise dans laquelle se trouvait un de ses frères notamment. Ça a fait beaucoup parler, ça continue encore à faire problème jusqu'à présent. Le ministère des Finances donne un marché comment? Le ministère des Finances dans la délivrance justement comment on appelle ça, des véhicules, des ambassadeurs. Il y a un dossier là-dessus où son frère a été cité. Oui, son frère est dans le dossier. Et il a même été dit que lui-même, le ministre des Finances, avait déporté comme on lui en droit. Il avait préféré ne pas participer au dossier parce qu'il avait son frère. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet aspect-là. Donc, s'il a cette conscience professionnelle, je pense qu'on doit quand même lui accorder une chance. Mais le problème, c'est que dans ça, il y a de l'acharnement sur ça. Il y a des gens qui ont oublié leur rôle et surtout, il y a tous ces aspects inconditionnels de l'existence de l'IGF comme organe de la présidence de la République, ou que l'IGF soit l'organe du ministère des Finances. Qui lui en veut en fait? Pourquoi on ne cite pas le nom de celui qui veut le remplacer peut-être? Non, mais on ne pourra pas savoir, on restera dans les suspicions. Ouais. Mais le plus important, c'est qu'on sait qu'il y a acharnement sur la personne de Nicolas Kazadi et on sait qu'on ne veut vraiment pas récupérer de l'argent ou faire du bien à la population. On veut juste nuire à certains individus. De la même manière qu'on a fait avec le Noël Bevita Kamere. De la même manière, on a matraqué Matata pour un certain moment. De la même manière, on a matraqué le ministre Tony Mwaba à un moment. Maintenant, c'est le tour de Nicolas Kazadi. Demain, ça sera le tour d'une autre personne. Ce qui est immoral dans la chose, c'est que les personnes utilisent leur pouvoir politique, leur rôle pour gérer la res publica, pour leurs propres intérêts, pour régler les comptes personnels et surtout pour servir que leur propre personne et la personne de leurs amis au lieu de servir la population tout entière. Merci beaucoup Patrick Chivava, avocat. Peut-être un dernier mot sur la formation du gouvernement. Vous avez recommandé que Nicolas Kazadi puisse être conduit. Ça revient justement au pouvoir discrétionnaire, soit du chef de l'État et de la première ministre. Vous attendez à avoir quel type de gouvernement? Premièrement, je commencerai par féliciter Madame la Première ministre pour sa nomination et surtout féliciter aussi les chefs de l'État parce que pour moi, et ça ne concerne que moi, c'était un très bon choix, une très bonne décision de prendre Madame Soumina Judith comme Première ministre, et surtout que c'est une experte senior parce que dans le système du PNUD, on ne devient pas comme on veut, ce ne sont pas des titres qu'on peut se balancer. C'est une personne qui maîtrise très bien son sujet et surtout, on peut le constater d'ailleurs lors de la campagne électorale, alors que le chef de l'État avait fait 60 mois, mais il s'est focalisé principalement sur les 145 territoires, ce qui était l'œuvre du ministère du Plan qu'elle chapeautait. Pour le gouvernement, on a parlé du gouvernement des compétences, je pense qu'il faut évoluer là-bas. Le plus important, c'est que la population va observer. Déjà, la mouture du gouvernement va dire si la population doit avoir de l'espoir ou pas. Mais pour mon compte, j'ai de l'espoir. Je pense qu'avec sa perspicacité et son savoir-faire, on pourra aller de l'avant et on pourra avoir le développement dans le pays. Merci beaucoup Patrick Chivava. Le tout dernier invité se nomme Jean-Marie Kabengela, avocat, homme politique également. Avec lui, on va parler de l'inconstitutionnalité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu dans le dossier notamment des derniers députés invalidés.